Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission consacrée à la réforme de la justice du Burkina Faso. Marie-Angèle, la configuration du plateau a-t-elle changé? Non, Babila, elle est restée la même. Nous sommes toujours en compagnie de Mamadou Savadogo Batouni du Burkina Faso, de Carlos Toé, représentant du candidat Tahirou Barry, de Karfa Niamou, ancien secrétaire général du syndicat des magistrats, et de Basile Bissou, représentant du candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, Maître Savadogo, on a parlé tout à l'heure du pacte national pour le renouveau de la justice. Les signataires de ce pacte-là, ce sont, entre autres, le Premier ministre, le Président de la République, le Président du CNT, le Président de la Cour de cassation. Est-ce suffisant pour engager toute la nation? Est-ce qu'on devrait inclure aussi, d'une certaine manière, le peuple aussi? Ça dépend de l'objectif. Si l'objectif, c'était d'instituer une nouvelle parole, un nouveau message. Je dis, le plus important, c'est que les plus hautes autorités soient signataires de ce pacte, parce que ce sont elles qui portent la parole. Si, par contre, l'objectif, c'était de prendre de véritables engagements à faire des choses, à poser des actes, je pense que c'était pas nécessaire et même si ça l'était, c'est insuffisant. Parce que pour poser des actes, pour transformer la justice, il faut du temps. Il faut beaucoup de compétences. Et il faut aussi des moyens juridiques. Il faut se rappeler que nous sommes dans un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition, par définition, ne peut pas mettre en place et exécuter une politique quelconque. Elle ne peut pas, elle n'en a pas le temps. Donc, si les signataires ont signé quelque chose pour poser des actes concrets, à mon avis, c'est un peu prétentieux. Mais s'il s'agissait juste de marquer une volonté politique, de dire à partir de maintenant, voilà ce que nous n'admettrons plus et ce que nous admettrons, oui, moi je pense que c'était un bon début. Monsieur Nianou, il s'agissait donc de préparer le terrain finalement pour le prochain président qui sera élu au Burkina Faso et qui devra, lui, trouver le temps et les moyens financiers de pouvoir remanier tout cela. Je pense que, bien évidemment, les États généraux de la justice, si on doit leur donner du sens, c'est dans cet esprit-là. Ce n'était pas du tout de suite et maintenant. C'est vrai, il y avait des choses qu'on pouvait faire tout de suite et maintenant sur lesquelles nous nous attendions justement le gouvernement de la transition. Mais l'essentiel, par exemple, la poursuite de magistrats indélicats en rapport avec la déontologie. Nous avons toujours été en faveur du respect de la déontologie de la magistrature. Et nous avons estimé que justement, soit légèrement avant la tenue des États généraux, pour marquer justement ce nouveau discours dont le bâtonnier parle, ou à tout le moins après la tenue des États généraux, au regard de tout ce qui a été en tout cas arrêté comme engagement des différents acteurs, qu'il fallait au moins faire en sorte que s'il y a des dossiers prêts, et nous sommes convaincus qu'il y en a, il y a des dossiers prêts concernant un certain nombre d'acteurs de la justice qui ont été en porte-à-faux avec la déontologie de la magistrature et qui devraient pouvoir passer en conseil de discipline. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas chose faite. Ce n'est pas chose faite justement parce que l'ancienne législation prévoit que c'est uniquement le ministre de la Justice qui doit saisir le conseil de discipline des magistrats. Et nous avons toujours revendiqué que d'autres acteurs, notamment les justiciables qui ont souffert des manquements à la déontologie, puissent également saisir le conseil de discipline. C'est une chose qui vient de passer avec les nouvelles lois qui ont été adoptées sur le statut de la magistrature, mais pour les anciens dossiers qui devaient être mis en branle, être mis en mouvement juste après les États généraux, tout tenait à l'action du conseil de discipline par le ministre de la Justice. Et justement, si votre carrière dépend du ministre de la Justice, la carrière s'entendant de la promotion, mais aussi de la sanction, évidemment, la question d'indépendance dont nous avons parlé au début de cette émission, si vous n'avez pas une forte personnalité, il faut convenir avec moi que forcément ça va poser des problèmes. Et aujourd'hui, cette question qui était urgente et qui devait pouvoir s'exécuter ne l'a pas été. Mais par contre, toutes les réformes qu'il faut en termes de texte, parce que le professeur disait tantôt qu'il faut prendre des textes qui sont en phase avec les réalités des populations. Je me rappelle encore
de cet éleveur lors des États généraux, qui a estimé que l'éleveur est sévèrement sanctionné lorsqu'il coupe le bois, que l'agriculteur, tout simplement en faisant référence au fait qu'un texte prévoit que lorsque vous voulez faire un champ, vous pouvez demander une autorisation. Et là, les frais de cette autorisation, c'est à hauteur de 7 000. Mais par contre, lorsque vous entrez dans la forêt pour couper du bois, pour donner à vos animaux, là, c'est une infraction. Et cela, l'amende monte à 200 000, 300 000. Mais c'est parce qu'il ne comprend pas. Et c'est parce que ces textes ne sont pas en phase avec leur réalité qu'il estime que c'est un problème agriculteur-éleveur. Et donc, pour nous, nous sommes peut-être du mauvais côté de la table, mais nous sommes également du côté du peuple où nous revendiquons que l'on mette à notre disposition des textes qui soient en phase avec les réalités du peuple burkinabé. C'est pourquoi, lorsque le président du CNT signe le pacte, nous sommes d'accord, parce que tout simplement, il s'engage à ce que notre représentation nationale adopte des textes qui soient en phase avec les réalités des Burkinabés pour que le juge, au final, puisse les appliquer et qu'il ne soit pas, lui, à son tour, en déphasage avec le peuple burkinabé. Parce qu'en appliquant le texte, qui déjà n'est pas en phase avec le peuple burkinabé, mais bien évidemment, le juge ne va pas être bien perçu. Vous avez cité des dossiers. Le dossier Ousmane Guiro. Mais il y a un autre dossier qui est plus problématique, c'est le dossier des fraudes au concours ou le dossier des canettes périmées qui ont été mises sur le marché. Mais en réalité, les juges n'ont fait qu'à appliquer le maximum de la peine prévue. Mais les Burkinabés n'étaient pas d'accord avec cela. Mais ce n'est pas la loi pénale, ce n'est pas le problème du juge burkinabé. C'est le problème du législateur burkinabé, donc c'est les politiques qui battent campagne, qui vont à l'Assemblée nationale et qui adoptent des lois qui justement favorisent un camp du peuple burkinabé. C'est-à-dire, quand vous êtes de l'économie, les infractions que vous commettez sont moins sanctionnées que quand vous êtes un petit voleur de poulet ou de pintade. Merci beaucoup. Pour la suite de cette émission, nous allons prendre les avis d'autres acteurs quand même. Oui, car la population du Burkina Faso, après avoir pris son destin en main il y a à peu près un an, réclame haut et fort à présent que justice soit faite, que justice soit rendue dans un certain nombre d'affaires, qu'elles soient populaires ou non d'ailleurs. Nous avons donné la parole aux citoyens intègres pour qu'ils disent de vive voix ce qu'ils attendent. La justice burkinabé, elle ne fait pas bien son travail parce que depuis longtemps, il y a eu des cas qui ont été faits au Burkina Faso et qui devaient être jugés. Et ça n'a pas été fait. Par exemple, si on prend le cas de Norbert Zongo, de Dabo Boukari et de Salif Nibié. Je vois qu'elle est lente, quoi. Bon, vu il y a trop de trucs qui ne regardent pas actuellement, ils sont trop lents. Il y a beaucoup de problèmes non élucidés. Ils vont commencer avec une rapidité que vous allez vous dire que en fait, on va avoir une justice. Mais à la dernière minute, on va constater qu'ils repartent à zéro. C'est lent, la justice est lente au Burkina Faso et elle n'est même pas indépendante. Ce sont les politiciens qui font que tout le monde a des problèmes au niveau de la justice. Donc vraiment, on a besoin de vraie justice, qu'il soit quoi qu'il en soit, même si un pauvre a tort, qui reconnaît qu'il a tort, celui qui est riche aussi a tort, qui reconnaît qu'il a tort. Si on prend comme Jean et Thomas Sankara, le dossier de Thomas Sankara, depuis il nous parle de la justice, nous on est là, on ne voit pas ça. Bon, je ne veux pas citer de nom, mais bon, tout le monde sait de qui je vais parler. Il y a des gens qui ont détourné des milliards, qui sont là, qui ne sont ils craignent personne, ils battent campagne. Bon, au vu aussi de tout le monde. Bon, c'est ça, je dis que non, c'est un assemblée de justice. Parce qu'il y a trop d'impunité. Et beaucoup de gens, il y a des gens qui sont hors la loi. On tue, on brûle, et il n'y a rien. Monsieur Guissou, qu'est-ce que ça vous inspire, ces réactions? Ça rejoint ce que je disais tantôt. Je crois qu'il y a un besoin de réconcilier le citoyen burkinabé avec sa justice. Parce que tant qu'il n'y a pas de... je dirais, le plus petit commun dénominateur qui permette à la société de fonctionner avec un minimum de confiance à sa justice, on ne peut pas avancer. Donc c'est pour ça que je pense que le pacte, l'existence même du pacte, c'est un acquis. On peut critiquer, mais il faut encore peut-être aller de l'avant. Et au niveau du MPP, ce que nous cherchons, c'est tout faire pour que tous les acteurs, tous ceux qui peuvent apporter une contribution de telle sorte que des textes deviennent des textes consensuels, permettant à chacun de se reconnaître dedans
et d'estimer que le minimum de justice peut lui être rendu là, on a abouti à ça. Là, je suis d'accord avec peut-être que ce n'est pas des choses qu'on peut construire en 12 mois ou non. Quelqu'un disait quelque part que l'expérience est une école où même les insensés peuvent apprendre. Je pense que par rapport au Burkina, par rapport au fonctionnement de la justice au Burkina, on a eu suffisamment d'expérience pour que tous les acteurs soient capables d'apporter quelque chose. Même si je déplore que jusqu'à présent, nous continuons à fonctionner sur le vieux code napoléonien. En fait, on est en déphasage même avec la justice de là où, du pays d'où on a copié nos textes. Parce que... elle est caduque. Moi, j'ai étudié en France. Hein, le code Napoléon, on rappelle le terme de Napoléon. Il a eu à dire, faites-le clair-obscur, pour que seul celui qui a le pouvoir l'interprète en sa faveur. Et puis il est sorti de la salle. Donc c'est ça qu'on continue à appliquer ici. Donc il faut ramener la justice, il faut la burkinabiser. Voilà. Monsieur Savadogo, ce que les Burkinabés attendent également, c'est un certain nombre... les Burkinabés attendent des réponses sur un certain nombre d'affaires, notamment celles des manifestants qui ont été tués après l'insurrection, ou encore les procès liés aux auteurs présumés des putschs qui ont eu lieu en septembre dernier. Où en est-on ? Je ne suis pas sûr que je sois la bonne personne pour répondre à votre question. Ce que je sais, c'est que pour ce qui concerne des dossiers emblématiques comme ceux de l'assassinat du président Sankara ou du journaliste Norbert Zongo, les procédures sont en cours. De la même façon, les auteurs du putsch du 16 septembre font l'objet de poursuites pénales qui sont en cours. Hein. Mais de façon générale, je pense qu'il faut réaffirmer une primauté du politique sur tout le reste. Vous ne voudrez pas vous attarder sur l'affaire qui concerne par exemple les auteurs du putsch qui a eu lieu au Burkina Faso? Parce qu'effectivement, quand on parle à la population burkinabé, on sent qu'elle attend véritablement que ça ait lieu. Et le temps passe et on se pose des questions. On s'attend à ce que cette affaire, justement, prenne son envol. Le maximum que je peux vous dire, c'est que ces procédures sont en cours. Je suis avocat, je suis intéressé par ce dossier et tenu par le secret de l'instruction. Je ne peux pas vous en dire, je ne peux pas vous donner des détails. Je peux juste vous dire qu'il y a un juge d'instruction militaire qui est saisi de ce dossier et qui instruit. Hein, tous les jours, on est là-bas, on participe à l'instruction, donc les procédures se poursuivent. Mais je ne peux pas vous dire plus que cela. Elles avancent, mais à quel rythme? À mon avis, elles avancent bien. À mon avis, elles avancent bien. Monsieur Toué, de toute façon, le soulèvement populaire a quand même montré qu'il y a une nouvelle ère, a ouvert une nouvelle ère pour la justice burkinabé, pour le sentiment même du burkinabé par rapport à la manière dont les choses sont gérées désormais. Et le putsch qui a failli donner un coup d'arrêt à la transition est un cas d'école pour qu'on voit est-ce que les autorités à divers niveaux ont bien compris la leçon, de la manière dont on a réagi. Comment est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que vous pensez que désormais les autorités judiciaires ont pris le bon bout cette fois-ci? Mais c'est là toute notre inquiétude. Si quelque chose est clair et net, il faut appliquer la loi. Vous avez porté une atteinte à la sûreté de l'État, bon, vous êtes sanctionnable, donc il faut appliquer les lois. Donc on n'a pas besoin de toute une procédure qui va traîner pour dire que bon, voici les motivations, voici ceci, cela, les mobiles. Non, mais il y a eu des interpellations déjà, il y a quelque chose, non? Le Burkinabé, dans son intégrité, il est clair et net. Il est d'accord, il n'est pas d'accord. Quand il est d'accord, il veut qu'on exécute. Et puis on passe à autre chose. S'il veut pardonner, il pardonne. Mais qu'on ne traîne pas. Dans ce pays, on a l'art de traîner les choses qui fait qu'on tombe dans l'oubli. C'est ça, on ne veut plus. Donc cette histoire de coups d'État manqués, nous sommes inquiets parce qu'on risque de tomber dans l'oubli. De nous aborder une autre phase de la réconciliation. Mais comment réagir pour que vous soyez satisfait? Mais les auteurs sont connus. Les auteurs sont connus, ils ont même reconnu et certains m'ont dit qu'ils assument. Et il y en a même qui disent, comme il est tenu par le secret de l'instruction, qui disent qu'ils sont pressés quand on juge l'affaire. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Monsieur Guissou, vous semblez, enfin, on vous a vu vous exclaffer suite aux propos de Monsieur Toé. Pour quelle raison? Parce que simplement, je sais qu'on ne fait pas de politique avec des yaka. C'est-à-dire Et faucon alors? Non, il y a des règles partout. En tout cas, le magistrat sur ce plateau est interpellé quand même. Oui, je pense que déjà, il faut peut-être qu'on fasse une petite distinction. Elle n'est pas peut-être fondamentale, mais il est bon que vos téléspectateurs sachent que ce dossier, justement, relève de la justice militaire qui n'entre pas en droite ligne avec tout ce qui est en train d'être fait et tout ce qu'on appelle pouvoir judiciaire au niveau du Burkina Faso. Vous regardez la constitution du Burkina Faso, en son titre 8 actuel, lorsqu'on parle du pouvoir judiciaire, on ne parle pas de la justice militaire. Donc il y a d'abord ce point qu'il faut faire. Ensuite, tout compte fait, même les personnes qui sont mises en cause ont des droits. Et je pense qu'il ne faut pas l'omettre. En tant que responsable syndical ou ancien responsable syndical, je suis aussi un défenseur des droits humains. Les droits de la personne, ça voudrait dire, même si tout semble évident, il faut instruire à charge et à décharge. Parce que ce qui paraît évident aujourd'hui, mais on peut voir que demain, il y a bien plus de personnes qui soient impliquées. Mais si on n'instruisait pas, on n'allait pas découvrir cela. Et je pense qu'entre le 16 septembre et aujourd'hui, on a connu beaucoup de choses. Si on avait justement jugé et éventuellement appliqué une peine au lendemain du 16 septembre, beaucoup d'éléments allaient nous échapper, ce qui va constituer un danger pour le peuple burkinabé. Parce que tant qu'on ne connaîtra pas la vérité, et toute la vérité sur l'affaire, bien évidemment, si on a une ou deux personnes qu'on condamne, ça ne résout pas le problème. Et donc, l'instruction à charge et à décharge et le temps nécessaire pour justement comprendre le dossier est fait pour tout cela. Ce n'est pas une question de diversion seulement, ce n'est pas une question de dilatoire, mais c'est beaucoup plus pour avoir toute l'ampleur du dossier et connaître tout ce qui s'est réellement passé, toutes les personnes impliquées et effectivement les châtier à la hauteur de leur forfait. La juridiction qui juge de l'affaire. Pourquoi un tribunal militaire et pourquoi pas un tribunal civil, par exemple? Oui, en la matière, c'est une question de théorie. J'allais dire techniquement, ce sont des questions de compétences. On a estimé que la justice militaire était compétente lorsque des militaires portent atteinte à la sûreté de l'État. C'est le code de justice militaire. Mais dès lors qu'il y a des militaires et à cela s'ajoutent des civils, le tribunal principalement compétent est compétent pour l'entièreté. Je pense que c'est globalement ce que l'on peut expliquer et qui a donc guidé la compétence du tribunal militaire. Sinon, lorsque des civils, j'allais dire à part entière, portent atteinte à la sûreté de l'État, on connaît la voie à suivre. Mais je pense que par rapport toujours aux États généraux, si vous le permettez, il y a un grand dossier qui était effectivement attendu par les insurgés, comme M. Toé le disait. C'est le dossier des morts de l'insurrection populaire des 30 et 31. Aujourd'hui, on a fait un retour en arrière pour mettre en place une commission d'enquête indépendante. Ça, ce sont des techniques, à nous, notre sens, qui mettent à nu, justement, le manque de confiance du politique même en la justice. Si à tout moment, il faut mettre en place des commissions, alors qu'on était on faisait des avancées sur l'instruction du dossier, bien évidemment, ça va continuer à dévoyer le système judiciaire de notre pays. Et pour nous, effectivement, sur la question de ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur les manifestants les 30 et 31, sur la question de qui a effectivement tiré, il faut que la justice s'en saisisse. Et c'est là où, justement, le rôle du procureur du Faso doit être redimensionné. Et effectivement, dans la perspective des réformes, nous avons des choses à dire par rapport au rôle du procureur du Faso et du procureur général, en déconnexion totale avec le ministre de la Justice. Parce que tant qu'on restera en l'état, bien évidemment, les choses peuvent ne pas bouger. On va mettre tout cela sur la justice, alors que justement le politique tient les ficelles dans le noir. Merci beaucoup, M. Guissou. Non, M. Nianou. Oui, mais étant donné que nous arrivons quasiment à Babylas à la fin de ce débat, il serait agréable de savoir ce que votre candidat compte réellement. Donnez-nous par exemple quelques mesures concrètes que votre candidat compte prendre pour que ce qui s'est produit ne se produise plus. Sur vos antennes, il n'y a pas si longtemps, Rochma Christian Kaboré avait eu à conclure un entretien en faisant comme ça, concernant la corruption, c'est tolérance zéro. Je dis ça en rapport avec ce qui est dit ici par rapport à la justice. Donc, ça ne serait pas, il ne sera jamais un obstacle à la liberté des juges d'instruire le dossier pour que nous arrivions enfin à au moins réduire à sa plus simple expression, à leur plus simple expression, les mots qui minent notre société.
Pour cela, je pense qu'il est très bien placé parce qu'il a une expérience qu'aucun autre candidat ne possède en matière de gestion de l'État. Monsieur Toé, tout en nous disant si vous avez été satisfait des développements faits par Monsieur Nianou sur ce plateau par rapport à la célérité que vous réclamez pour la justice post-putsch, justement. Non. Et après, vous allez finir par dire ce que votre candidat compte faire. Nianou doit comprendre, nous n'avons pas dit de bafouer les droits des présumés accusés, mais nous avons dit que lorsque l'affaire est claire, elle est claire. Il n'y a pas... je ne veux pas inventer. Vous n'oubliez quand même pas la présomption d'innocence. Non, c'est parce que ce concept-là, quand l'affaire est claire, sous-entend que toutes les preuves sont réunies, que le coupable est identifié coupable. Que c'est clair et net. C'est lui, il assume l'entièreté de sa charge. Concluez maintenant par rapport à ce que votre candidat compte faire. Vous avez vu, mon problème, il l'a abordé. Oui. Si on laisse traîner, on va remettre un jour en place une commission sur cette affaire, comme on l'a fait avec les insurgés. C'est ça notre inquiétude. Maintenant, si le candidat Tahirou Barry est élu comme président du FASO, les réformes qu'il entend mener au niveau de la justice, c'est de fonder notre justice sur nos propres valeurs d'abord. C'est à partir de nos valeurs qu'il faut organiser toute l'architecture judiciaire. La deuxième chose, c'est de mettre vraiment les moyens à la disposition du juge pour qu'il fasse correctement son travail. Et en même temps permettre aux justiciables d'avoir accès à la justice en accompagnant, en mettant des mesures d'accompagnement, parce que pour se trouver un avocat, ce n'est pas aussi aisé, même si on vous donne un avocat d'office, mais quand même en fait des réformes au niveau même de ces ordres-là, de l'ordre des avocats, de l'ensemble de tout ce qui accompagne la justice. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Vous pouvez comprendre que les avocats qu'on considère comme un métier libéral, ils sont obligés de passer par un concours CAPA qui permet que on ne sait pas, comme vous êtes là, vous avez un avocat pour combien d'habitants au Burkina Faso. Donc ça pose problème, ils sont surchargés de dossiers. Donc augmenter le nombre d'avocats. Et enfin, Monsieur Savadogo, comment voyez-vous la justice de demain au Burkina Faso? Je crois que ça, c'est une question éminemment politique. Je reviens sur donc vous la n'avez pas primauté. votre casquette politique maintenant pour répondre. Il faut admettre la primauté du politique sur tout le reste. Une fois qu'on a défini une bonne politique, une politique adaptée aux besoins de la population, adaptée aux grands principes universels de justice, etc., une fois qu'on a défini la politique, tout le reste n'est que l'application de cette politique. Et aux problèmes pratiques, concrets, on applique la politique pour la résoudre. Donc moi, je suis heureux qu'on en soit aux élections. Que le peuple burkinabé va pouvoir choisir en fonction du programme politique qui lui sera présenté, ma foi, le candidat ou le parti qui aura défini la meilleure politique pour lui et qui pourra l'appliquer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Monsieur Nianou, par rapport à tout ce qui a été dit sur ce plateau, vous voyez qu'il y a une grosse balle quand même, il y a une grosse balle dans le camp des magistrats quand on parle d'indépendance, quand on parle d'intégrité. Alors certainement qu'à votre niveau, au niveau du Code des magistrats, vous avez pris des résolutions. Alors, oui. Comment est-ce que vous comptez voir l'avenir? Oui, des résolutions, mais pas effectivement en dehors du politique. Si justement tout ce qui est fait, quand c'est la politique dans son sens noble, bien évidemment, et je pense que c'est de ce dont Maître Savadogo parle, ça dit si l'architecture qui doit impulser le travail de la justice n'est pas en phase avec les réalités des Burkinabés, forcément la justice ne sera pas en phase avec la réalité des Burkinabés. Sinon, à notre niveau, la résolution, c'est véritablement de faire en sorte que nous soyons au service du peuple burkinabé à travers justement le rendu quotidien de la justice, mais aussi à travers notre comportement quotidien, l'accueil du justiciable et également bien d'autres aspects. Ce sont des résolutions qui sont prises, mais évidemment, on ne peut pas le faire à titre isolé. Il faut que ça se fasse dans un grand ensemble qu'est donc la nation burkinabé. C'est ainsi la conclusion de cette émission. Marie-Angèle, le temps de dire merci à nos invités.
Merci à vous, Mamadou Savadogo, vous êtes bâtonnier du Burkina Faso, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Carlos Toué, vous représentez le candidat Tahirou Barry, candidat à l'élection présidentielle. Merci à vous, Karfa Nianou, vous êtes ancien secrétaire général du syndicat des magistrats. Et enfin, merci à vous, Basile Guissou, vous représentez le candidat ROC, Marc Christian Caboret. Tout à l'heure, nous allons quand même suivre les candidats sur le terrain à travers la campagne électorale. Mais après juste cela, on va revenir sur ce plateau pour recevoir un invité de marque. Effectivement, nous aurons sur ce plateau dans quelques instants le candidat Jean-Baptiste Natama qui viendra répondre à nos questions, à vos questions, si vous les envoyez à burkina2015@africa24tv.com. Les débats ont lieu sur ce plateau. Les candidats, eux, sont sur le terrain. Marie-Angèle, qu'est-ce que nos reporters nous ont concocté cette fois-ci? Ils sont allés à la rencontre de ces candidats, ils ont suivi leur meeting et justement, ils vous proposent un résumé des activités de certains d'entre eux. On se retrouve juste après. Africa 24 au journal de campagne. À une semaine de l'élection présidentielle, le candidat de l'UNIPS, M. Benewende Stanislas Sankara, tente de rallier les derniers suffrages à sa candidature. Il appelle les Burkinabés à oser le changement sankariste et à voter utile. El Hadji Ndiaye. Voter utile a lancé Maître Benewende Stanislas Sankara aux militants et sympathisants. S'il a salué l'engagement de ceux-ci dans la lutte ayant conduit à la chute de l'ancien régime de Blaise Compaoré, il n'en reste pas moins qu'il attend de ces hommes et femmes une insurrection électorale. Il les a appelés à se départir des promesses et des discours de certains candidats. On ne peut pas construire dans le mensonge. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la politique dans la démagogie. On ne peut pas brader nos richesses, nos ressources au profit d'une infime partie de la population, pendant que le reste croupit dans la misère. Tout à l'heure, j'ai compris quand on a parlé d'eau, à la limite, tout le monde applaudissait, parce que c'est une préoccupation essentielle de nos populations. Maître Benewende est considéré aujourd'hui comme une icône de l'opposition burkinabé car n'ayant pas servi sous le régime de Blaise Compaoré. Pour ses partisans et sympathisants, il reste le seul et unique candidat capable de conduire les destinées du pays. Nous avons chassé le dictateur, son frère est venu, nous l'avons chassé, nous méritons ce pouvoir. Maître Benewende mérite ce pouvoir. En déclinant son projet de société, le président du parti de l'œuf a fait un clin d'œil sur l'état des routes, notamment celle de Safane Boromo, dont la dégradation constitue un frein pour le développement de la zone. Malgré les activités minières qui s'y mènent, de la santé en passant par l'éducation jusqu'à la question de justice, rien n'a été oublié. Le candidat indépendant Jean-Baptiste Natama était dimanche dans la région du centre-ouest. Le long de l'axe Ouagadougou-Koudougou, il a communié avec les populations. Venez écouter son message. Il appelle les Burkinabés à faire le choix du changement et de la renaissance qu'il incarne. Notre envoyé spécial Serge Kofi l'a suivi tout le long de son périple. C'est sous le signe du changement et de la renaissance que Jean-Baptiste Natama a tenu son meeting à Koudougou dans le centre-ouest du Burkina Faso. Le candidat à la présidentielle se dit engagé dans une révolution pour changer de culture politique. Il a réaffirmé son engagement à investir dans le peuple pour une véritable transformation sociale, économique et politique. Ici, c'est le Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. Ce n'est pas le pays des voleurs. Ce n'est pas le pays des corrompus. Ce n'est pas le pays de ceux qui détournent les biens publics. Ce n'est pas le pays de ceux qui assoiffent le peuple. Ce n'est pas le pays de ceux qui affament le peuple. Nous nous sommes mis debout. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons l'égalité des chances au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons la justice au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons le progrès au Burkina Faso. Nous nous sommes mis debout pour dire que nous réclamons l'éducation pour tous. L'éducation pour tous, Jean-Baptiste Natama le défend et entend porter l'espérance d'année d'éducation actuelle de 7 ans à 9 ans. Dans la ville natale de Norbert Zongo, le journaliste assassiné en 1998 et dont les auteurs courent toujours, Jean-Baptiste Natama promet une justice indépendante avec les moyens de protéger les Burkinabés. Nous entendons évidemment nous attaquer
aux problèmes sociaux, pour améliorer l'indice du développement humain au Burkina Faso à travers l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base qui sont bien connus, l'éducation, la santé, l'eau potable et le logement décent, l'emploi décent, etc. Nous pensons l'énergie, nous pensons pouvoir résoudre toutes ces questions et surtout mettre un terme ou en tout cas réduire de manière considérable les inégalités qui existent tant du point de vue social que du point de vue géographique entre les régions et les communes. Pour le candidat indépendant, faire la politique est un sacerdoce. Il avait d'ailleurs renoncé aux 25 millions de francs CFA accordés par l'État burkinabé pour soutenir les candidats au scrutin présidentiel. Une somme qu'il dit destinée à l'édification d'actions sociales. Pour cette élection présidentielle, la candidate indépendante Françoise Toé a opté pour une campagne de proximité. Samedi, au grand marché de Ouagadougou, elle a rencontré les commerçants pour toucher du doigt les difficultés qu'ils rencontrent. Elle leur promet de régler tous leurs problèmes si elle est élue au soir du 29 novembre 2015. Serge Kofi. C'est au marché de Ouagadougou, la capitale burkinabé, que Françoise Toé, la candidate à la présidentielle, est allée à la rencontre des électeurs. Elle a choisi de s'adresser à cette étape de la campagne aux commerçants. Ici au marché central, comme partout où elle est passée, Françoise Toé a invité les commerçants à opter pour un changement qualitatif. La jeunesse fait partie du secteur informel et qui alimente ces marchés-là. Et ils ont des besoins énormes. C'est vrai que tout le Burkina a des besoins, mais particulièrement, ils veulent de l'eau potable, ils veulent des appuis financiers pour développer leurs activités. Ils sont déterminés à s'en sortir, mais il leur faut un coup de pouce. Et moi, j'ai prévu avec mon équipe, si nous sommes élus le 29 novembre, de leur donner ce coup de pouce-là, de leur permettre d'accéder à un financement afin de développer leurs activités et devenir des hommes responsables demain et développer à la même occasion le Burkina Faso. Avec conviction, elle a affirmé sa capacité à répondre aux problèmes vécus par les commerçants en particulier et les Burkinabés en général. Nos dirigeants qui sont partis ne connaissent pas leur pays, n'ont jamais mis les pieds dans le Burkina profond pour vraiment toucher du doigt la réalité des choses, des situations de leur population. Ils sont restés dans leur bureau feutrés et bien sûr prendre des décisions qui vont dans leurs intérêts personnels et non pas dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt des populations. Nous voulons changer cette situation en allant vers les populations, en prenant en compte leurs préoccupations afin de leur apporter les solutions qui conviennent pour réaliser leur bien-être. Et ça, c'est notre credo. Expert comptable, Françoise Toé déplore les crimes économiques opérés au Burkina Faso ces dernières années. Il n'est donc pas question que sous sa présidence, les ressources soient mal utilisées. Candidate indépendante, elle veut entrer dans l'histoire en étant la première femme présidente du Burkina Faso. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Restez en compagnie des programmes d'Africa 24.